Bonjour à tous, je m'appelle Alexis Trancard, je suis très content de vous recevoir aujourd'hui pour cette table ronde qui va parler de la Digital Factory, plus précisément de la place de l'innovation dans la Digital Factory, comment organiser une Digital Factory, nos retours d'expérience sur la Digital Factory. Avec moi, j'ai la chance d'avoir Sabrina Lété, qui est UX Designer Senior à Calliope, donc tu représentes aujourd'hui l'expertise produit. Bonjour C'est ça. Sabrina. Bonjour à tous. David Martin, qui est directeur de projet, agiliste, facilitateur, j'aime beaucoup le terme, à Calliope depuis 2020, donc 3 ans. Merci d'être avec nous, David, aujourd'hui. Et Gilles, toi, tu es Gilles Guérand, fondateur de Calliope depuis 2002. Qualité de CTO, et tu as exercé de nombreuses fonctions à Calliope. Je crois que tu es même presque passé par la finance à un moment. En tout cas, tu as des rudiments. Pour ma part, moi, je suis directeur de conseil de Calliope depuis 10 ans, 2013. Le temps passe. J'ai eu l'occasion, pareil, de travailler sur différents projets, de contribuer notamment à la mise en place de projets agiles. Et j'ai eu l'occasion de travailler sur les Digital Factory, l'offre qu'on a développée à Calliope. Alors, peut-être en introduction rapidement pour expliquer ce que nous, on entend par Digital Factory. C'est un terme qui apparaît en 2017. C'est les grands groupes type Air France qui montent sa première Digital Factory d'ailleurs en 2017. Nous, on en a entendu parler en 2019 quand on a travaillé pour l'UGAP qui faisait une transformation de son produit. Et l'ambition de cette transformation-là, c'était vraiment de désiloter les équipes, donc d'avoir les équipes produits, les équipes marketing, les équipes techniques, les équipes business aussi, métiers, tout ce qui est la couche back-end, qui soient réunies à la fois dans la direction, dans le sponsoriat, c'est-à-dire dans la vision qui est donnée au produit, et à la fois dans l'exécution. Et on a eu la chance, nous, de travailler sur ces deux volets, avec David notamment. Moi, j'étais sur la partie transformation direction, et puis on a eu la chance de pouvoir placer une équipe d'une dizaine de personnes qui travaillaient dans une des équipes front, avec un niveau d'autonomie assez fort, voilà, qui sont quand même des marqueurs d'agilité et de Digital Factory. Donc on va le voir, il n'y a pas une définition de la Digital Factory, il y en a autant qu'il y a de Digital Factory, il n'y a pas de mauvaise ou de bonne Digital Factory, si je peux reprendre l'expression. Voilà, c'est quelque chose d'assez libre. Cependant, nous, on se dit, en organisant cette table ronde, les articles qu'on peut écrire, qu'il y a quand même un ensemble de valeurs qui est important dans la Digital Factory, des valeurs agiles, et que la Digital Factory, elle a un rôle, une fonction de permettre de déployer des produits dans un niveau de qualité assez exigeant, assez haut, avec un niveau de satisfaction assez fort aussi, parce que on voit que c'est pour lancer plusieurs produits, donc quelque part d'avoir un rythme qui soit soutenable infiniment, quoi. Donc il faut pour ça qu'on ait une organisation qui tourne bien. Donc c'est une nouvelle façon d'organiser les produits. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec cette définition les uns les autres. Si. Complètement, oui. Voilà. Bon, je vous propose qu'on échange sur ces thématiques. Alors Sabrina, on va commencer par te présenter. Donc toi, tu es UX designer senior à Calliope. Tu as commencé ta carrière dans une grande ESN française dont on ne citera pas le nom. Tu travaillais au service des équipes IT, Tech, qui elles-mêmes travaillaient pour des clients. Et puis, tu as rejoint Calliope en 2021, en plein Covid. Donc, sur la fin, mais sur oui, la fin, ça. voilà, en pleine fin de Covid. Et tu t'es spécialisé depuis dans l'UX Research et l'UX Design. Aujourd'hui, tu travailles sur plusieurs projets. Voilà, je ne sais pas si on peut tous les citer, donc on va dire plusieurs projets, puis vous pourrez aller regarder sur notre site internet desquels il s'agit. Bêtement, j'ai envie de te poser une question. Si tu devais me dessiner une Digital Factory, tu lui donnerais quelle forme? Alors, déjà, une forme fixe, vu que ça va dépendre du contexte, quelque part une forme un peu évolutive, mais pour moi, du point de vue vraiment de l'UX, en tout cas, sur lequel j'interviens sur les différents sujets, ce serait plutôt presque une forme d'atome où du coup, tu as plusieurs éléments qui interagissent ensemble autour d'un projet commun qui pourrait être le noyau. J'aime bien l'image. Une molécule avec des atomes interconnectés, Ouais, un peu, quelque chose comme ça. où les gens parlent beaucoup entre eux et puis oui, et on forme un tout avec un objectif de faire c'est ça, on travaille ensemble dans une même direction. Ok, super. Bon, très bien. Alors, Gilles, toi, tu as commencé ta carrière faire des chiptunes dans les années 80 et puis après tu t'es dit tiens, je vais faire un IUT en informatique. Tu es parti de cette IUT en hackant le système.
Voilà. Après, tu as rejoint une petite entreprise, 3 salariés, et puis cette petite entreprise, finalement, on t'a proposé de t'y associer. Et c'est comme ça qu'est né Calliope en 2002. Et tu as occupé le poste de directeur technique de cette entreprise Calliope, dont tu es toujours aujourd'hui associé. En 2017, tu as fondé un produit qui s'appelle Cuzzle. Donc, tu as l'expérience de l'entrepreneuriat, tu as été faire des levées de fonds, tu as été convaincre, tu as écrit des pitch decks, tu as porté ton bâton de pèlerin et tu connais la difficulté de lancer un produit. Et puis en 2017 également, on le disait tout à l'heure, on a eu la chance de travailler ensemble sur des beaux projets comme Merck MSD, qui était un peu notre première Digital Factory. Voilà. Aujourd'hui, tu interviens sur l'ensemble de nos clients avec toujours un angle très technique. C'est toi qui portes la vision technique de Calliope. Tu es bien entouré, je crois. C'est toi qui portes la vision technique, mais également conseil, parce que tu parles à tous nos clients de leur stratégie et notamment de leur stratégie d'implémentation de la Digital Factory. Tu les conseilles petit pas par petit pas. Avec ce parcours-là, comment tu arrives à te faire entendre finalement par tous ces clients, tous ces décideurs qui sont très variés, avec des écosystèmes très variés, des problématiques très variées? Ouais, comment j'essaye de me faire entendre. Après, il faudrait leur demander à eux si ça fonctionne ou pas, ou s'ils ont confiance dans ce que je peux essayer de leur faire faire ou le conseil que je leur donne. La chance que j'ai eue à Calliope, c'est qu'on a commencé à 3, effectivement, et donc j'ai fait un peu tous les métiers. Du développement, du sysadmin, du chef de projet, du designer, comme à l'époque on appelait ça des graphistes. Enfin. Et de fil en aiguille, en ayant fait tous les métiers, ça me donne une connaissance des cultures des uns et des autres, il m'aide aujourd'hui au final d'être pas super spécialisé dans un domaine en particulier, mais d'avoir cette vision 360 sur tout ce qui constitue aujourd'hui une Digital Factory, que j'ai connu moi à petite échelle en étant tout seul, et qui maintenant, quelque part, la scalabilité du freelance, quoi. C'est-à-dire quand les choses qu'on fait seul, on silote soi-même, toutes les compétences sont là, on voit beaucoup de vertus parce que tout va très vite. On a besoin de convaincre personne à part soi-même. Par contre, c'est pas une usine, quoi. C'est pas une factory. On fait un projet à la fois, un produit à la fois, et si on est malade, ça s'arrête. Et finalement, aujourd'hui, ce qu'on crée avec les Digital Factory, c'est cette multiplicité de compétences qu'on peut avoir dans une personne, mais à l'échelle industrielle. Voilà. L'entreprise Calliope, finalement, est-ce que c'est pas en soi une Digital Factory qui incube les produits de ses clients, voire même ses propres produits, parce que tu as incubé Cuzzle dedans? Oui, c'est vrai. Il y a effectivement, par rapport à Calliope, il y a 3 expériences de Digital Factory, je dirais. Il y a celui de l'incubation de produits lancés par Calliope, c'était le cas de Cuzzle. Celui où on accompagne nos clients à créer leur Digital Factory en amenant les compétences qui leur manquent. Et puis après, il y a le reste, c'est-à-dire ce qui n'est pas exactement une Digital Factory, qui sont des projets qu'on peut faire pour tel et tel client, où nous avons créé une Digital Factory pour pouvoir adresser la diversité des problématiques des clients, sans à chaque fois avoir à recréer des équipes, des savoir-faire, des façons de communiquer. Très bien, on en reparle après, parce que je pense qu'il y a des trucs super intéressants à raconter, notamment sur l'innovation. David, bon, voilà, malgré ton jeune âge, tu as quand même presque 20 ans d'expérience dans l'IT. Tu as été ingénieur de formation, tu as travaillé dans des boîtes de services, des très grosses boîtes. Tu as travaillé chez Thales aussi, sur lequel tu as été business analyst. Tu as été chef de projet ensuite. Tu as mené des projets assez ambitieux, notamment tu as déployé la partie digitale du Vélib à Paris, donc projet d'ampleur. Et en 2021, tu as rejoint Calliope. Tu étais en ESN avant, le projet Vélib, tu l'as fait au sein d'une ESN. Tu as rejoint Calliope et puis dans les interviews, tu me disais que finalement, en arrivant à Calliope, il y avait un truc qui s'était passé, quoi, un peu. Et ça, je trouve ça assez intéressant. Tu nous racontes. Tu me posais la question de est-ce que j'avais vécu les Digital Factory avant, et je t'avais répondu non, parce qu'il n'y a que chez Calliope que j'ai trouvé un endroit où l'état d'esprit est là pour les mettre en place et pour accompagner nos clients. Et c'est quoi cet état d'esprit? C'est un état d'esprit énormément agile. On en parle quasiment tous les jours dans nos projets, comment on applique l'agilité, Scrum, autre chose, etc., peu importe, mais en tout cas l'état d'esprit, les questionnements qu'on doit se poser, la recherche d'amélioration continue, itératif, c'est un ADN qui est très proche, qui est le même que la Digital Factory. Et si ce n'est pas ancré dans notre fonctionnement propre, on ne peut pas le mettre en place dans une Digital Factory parce que voilà, je ne sais pas si on rentre dans le détail, mais il y a
c'est pas facile, c'est dur de mettre en place une Digital Factory, c'est dur de la réussir. Et si on n'a pas toutes les valeurs qui vont avec, on peut échouer. Alors, tu me disais que je te proposais de te dire, tu es un peu le psy de la Digital Factory. Tu m'as dit non, je suis plutôt le dentiste. Ouais, alors quand je t'ai répondu ça, c'est parfois nos clients nous appellent parce qu'ils ont mis en place une Digital Factory. En tout cas, ils l'ont appelé comme ça et ils se rendent compte que ça ne marche pas tout à fait. Ils ont besoin d'aide, comprendre ce qui ne va pas. Et j'ai cette image qui m'est venue de me dire si la Digital Factory était une tête, j'ouvre pour chercher les caries et comprendre ce qui ne va pas. Très belle image. On va faire trois parties. Une partie qui va parler du produit, de l'UX, de comment le produit s'intègre dans une Digital Factory et puis comment concevoir un produit dans une Digital Factory. On parlera peut-être d'innovation aussi à ce moment-là. Après, on parlera de la tech. Quels sont un peu les piliers de la tech? Est-ce qu'il y a des piliers de la tech? Est-ce qu'on peut faire une Digital Factory avec du WinDev? Est-ce qu'on peut faire une Digital Factory avec de la S400? Ça, c'est des questions. J'ai pas forcément. Enfin, j'ai un avis, mais il sera peut-être pas partagé. Et puis pour finir, on parlera de la méthode avec toi, David, parce que toi, ton rôle au quotidien, c'est de faciliter les projets, à la fois avec les équipes sur le terrain et également les décideurs. Donc, je me tourne vers toi, Sabrina. Toi, peut-être tu peux nous raconter, parce que j'ai pas, on l'a pas évoqué, dans tes précédentes expériences, tu travaillais en ESN, et donc tu étais dans un pôle UX au service de l'IT. Voilà. Donc, comment ça se passait? Est-ce que tu as retrouvé les marqueurs que tu as vus chez nous à Calliope ou dans les Digital Factory de nos clients? Alors, le contexte était vraiment très différent, puisque là où j'étais avant, c'était une très très grosse entreprise, on était plus de 30 000. C'était très siloté. Normalement, c'est ce qu'ils appelaient des verticaux, donc sur des thématiques cibles clients. Et donc nous, justement, c'était nouveau, c'était un UX studio à l'intérieur donc de cette énorme entreprise, où nous, on était une entité transverse, ou en tout cas qui se voulait transverse, dans le sens où le but, c'était qu'on intervienne dans les agences qui étaient du coup silotées, pour répondre à leurs problématiques de certains clients, et les accompagner sur tout ce qui était UX. Or, la problématique avec ça, c'est qu'en étant transverse, on rencontrait des freins déjà même en interne, parce qu'on rencontrait des difficultés de l'ordre de qui porte les risques projets, parce qu'eux voulaient forcément les avantages d'avoir l'équipe UX quand, entre guillemets, ils en avaient besoin, mais pas porter le risque de quand il n'y avait pas de projet, dans ce cas, les problématiques financières. Tu m'as dit dans l'interview qu'il y a même un moment où tu t'es retrouvé à devoir intervenir sur un projet, oui, alors ça, c'était mais que ton pôle devait facturer l'intervention à l'équipe qui portait le projet au forfait, et que du coup, vous n'avez pas fait du UX. Du coup, j'ai pas pu faire ma mission, donc le travail pour lequel j'avais été sélectionnée pour le projet, effectivement, pour des soucis de communication interne et presque d'administratif. Donc le projet est parti sans UX, quoi. Le projet a continué après, mais ils l'ont fait. Du coup, je suis sortie du projet. Ça avait été demandé par les sponsors en fait du projet de ce client, qui était un très gros client, qui voyait des risques au niveau de tout ce qui était expérience utilisateur et de la fonctionnalité même du produit, et qui était géré par plein de sous-petites équipes qui communiquaient pas entre elles et qui avaient des besoins différents qu'on était censé relier à l'intérieur justement de ce produit qui devait couvrir tout l'ensemble des besoins. Et malheureusement, comme je n'ai pas pu, pour ces raisons-là, de structure même des entités clients intervenir, je suis fini par sortir du projet et le problématique n'a jamais été résolu. Alors en 2021, tu rejoins Calliope, donc à la fin du Covid, et là, le mantra qui est un peu donné, et on est en pleine transformation là-dessus, d'intégration UX, c'est de mettre l'utilisateur au centre des préoccupations de nos clients, de nos préoccupations aussi, s'assurer que quand on fait quelque chose, on pense bien à pourquoi on le fait, on fait utile. On a fait trop de code dans le passé qui servait à rien, et s'arracher des cheveux pour faire des choses qui servaient à rien, que effectivement, quand on a fait le virage Digital Factory, on s'est dit on va mettre l'UX au centre de nos projets pour s'assurer que maintenant, tout ce qu'on fait, ça a de la valeur et on le fait dans un vrai but. Et toi, ton boulot, c'est de mettre l'utilisateur au centre de tous ces projets-là.
C'est ça, c'est l'enjeu principal en tout cas quand on est sur un projet, que ce soit moi ou l'ensemble de notre équipe de la team expérience. Et c'est aussi d'aligner donc les besoins utilisateurs, mais aussi les besoins que ce soit des équipes, que ce soit chez nous ou clients, car en général le besoin vient de quelque part, en général de sponsors qui ont eux un objectif en tout cas en tête. Souvent ça va être commercial par exemple, ou pour répondre à une problématique interne. Et le but ça va vraiment de creuser, de savoir pourquoi vous avez ce besoin-là, c'est quoi les vraies contraintes derrière, c'est quoi la cible, et dans ce cas d'aller solliciter cette cible qui en général sont des utilisateurs et de les mettre au centre dans le but de sortir quelque chose qui va satisfaire et être utilisé. Sinon, dans ce cas, ce qui permet des fois d'ailleurs de soulever des besoins qui, en creusant, on se rend compte qu'il n'y a pas de réel besoin et que ça ne répond pas à une réelle problématique derrière et qu'en fait, quelque part, est-ce que c'est vraiment utile dans ce cas de lancer le projet? Alors, là, tu en parles de façon très modeste, je trouve, mais moi, je trouve que ton métier, il s'apparente presque au métier du conseil, parce qu'en fait, tu vas définir quel projet il faut faire, Oui. pour qui il faut le faire, et comment il faut le faire. Et puis tu vas jusqu'à dessiner avec le client, enfin avec les équipes, j'aime pas trop le mot client, on peut peut-être dire partenaire, je sais pas, enfin avec les équipes produits, en fait toi tu vas apporter un savoir-faire d'interview utilisateur, de test utilisateur et de co-conception que tu fais avec les partenaires. Oui, complètement. En général, on a un peu un découpage assez étape par étape qu'on va un peu appliquer, à l'intérieur duquel on va adapter suivant les problématiques, le contexte projet, que ce soit les clients, les équipes, les utilisateurs eux-mêmes, les équipes Calliope ou les équipes clients, parce que les contextes sont très variables. Et donc, en général, on va commencer par une phase vraiment de recherche utilisateur qui va passer par plusieurs méthodologies. Ensuite, comme tu le disais, de co-conception, où là, vraiment, l'objectif, c'est de co-construire un produit qui va répondre aux besoins qui ont été identifiés et sur lesquels on a fédéré l'ensemble des parties prenantes. Et ensuite vient l'étape qui est cruciale, qu'on pousse au maximum sur tous les sujets sur lesquels on intervient, qui est de test utilisateur, qu'ils soient modérés ou non. Et par la suite, même dans la continuité, on fait de l'hypercare pour qu'une fois que le produit est conçu, vérifier et prouver l'usabilité, s'y répondre aux besoins, s'il y a des choses à évoluer, à challenger. Donc, quelque part, ça s'arrête jamais. Dans la Digital Factory, en fait, tu arrives pour la définition des produits, la fabrication des produits, parce que je crois que tu es là tout au long de la fabrication, au fil de l'eau, de façon très agile, en itération, les produits, les tests, parce que vous testez en continu les produits, Exactement. Et derrière, la vie du produit, quoi. Donc en fait, c'est vraiment un savoir-faire qui est mis au service du produit, et la Digital Factory, elle fait quoi? Elle s'enrichit de produit en produit, elle partage. C'est l'objectif. Il y a des communautés de pratiques aussi. C'est ça, exactement. Vous retrouvez, et puis vous faites des partages sur les produits, et puis derrière, pouvoir lancer plus rapidement tout ça. Toi, Gilles, qui a vu l'avant et l'après, 2002, où vous commenciez, tu as fait des projets conséquents avant 2017, mais je dirais depuis que Sabrina et l'équipe UX a été mis en place et que tu as vu l'UX un peu plus au centre des produits, tu sens une différence d'un point de vue tech, d'un point de vue qualité de produit? Ah oui, clairement. Et qualité, mais aussi vélocité. La vitesse à laquelle on produit et aussi le changement des mentalités, c'est-à-dire d'accepter l'idée que le produit va se construire au fil de l'eau plutôt que d'être juste aligné avec un cahier des charges qui a été rédigé 3 ans plus tôt et qui est déjà obsolète sur son marché, quoi. Donc, ce qui a entraîné également des changements de mentalité sur la façon de contractualiser, sur l'autonomie qu'on donne aux équipes, sur la vision de ce qui est important ou moins important. Aujourd'hui, on attribue plus de valeur au succès d'un produit, à son usage, à éviter le gaspillage avec l'éco-conception, par exemple, que le respect du contrat. Ça rejoint quelque part de nouveau des manifestes agiles. On va toujours se redire les mêmes choses, favoriser l'humain plutôt que les process. Favoriser, ça ne veut pas dire que ce n'est pas important, mais on préfère les interactions entre les humains que les process. Et donc ça change aussi l'intérêt du métier. C'est-à-dire que là où avant on était glorifié lorsque on avait rempli notre mission d'un cahier des charges, dans les délais, dans les budgets, aujourd'hui on est plutôt glorifié quand on fait un produit qui sert à quelque chose, quoi. C'est là que ça favorise peut-être un peu le deuxième mot-clé de notre table ronde, c'est l'innovation, quoi, parce que tu disais un cahier des charges qui a été écrit il y a 3 ans et qui est plus vrai. Moi, je lis des cahiers des charges toute la journée. Sabrina, je comprends rien à tout ça. Tu veux pas qu'on voit le client, on discute avec lui, et puis on va faire un atelier, et puis on va recadrer le truc. Et bien souvent, quand on fait ça, on se rend compte qu'en fait, on arrive à un moment à se dire, on va revenir près des utilisateurs. Et là, effectivement, on réinterviewe les utilisateurs. Et on tombe sur
une conclusion qui est un peu différente du cahier des charges il y a 3 ans. Et on se dit, bah, tiens, on a bien fait de ne pas suivre ce cahier des charges parce qu'on serait tombé à plat sur l'innovation, alors que là, on va répondre à un besoin, quoi. Je ne sais pas si quelqu'un veut réagir à ça, mais on a quand même pléthore de projets où, effectivement, on a le truc qui a été rédigé, voilà, les budgets n'étaient pas là, donc le dossier est resté sur une table pendant des années, hein, il finit par arriver chez nous, et puis là, on dit, il faut qu'on renverse la table, le brief, il est plus bon, il faut le refaire. Il y a eu le Covid qui est passé entre-temps, je ne sais pas ce qui s'est passé. Et faire de l'innovation sans avoir cette agilité décilotée dans laquelle tout le monde se parle, la tech, l'UX, le produit, tout le monde, bah, ça n'a pas de sens. Tout à fait, ouais. Et effectivement, c'est une des vertus qu'on voit des Digital Factory dans les grands groupes aussi, hein. C'est-à-dire qu'ils reçoivent des demandes de produits digitaux à exécuter. Au départ, ça part souvent comme ça, on demande à exécuter notre idée. Les humains, les personnes, les compétences qui constituent la Digital Factory ne sont pas des exécutants. Ils ont leur expérience, ils ont leur bon sens, ils connaissent le métier, connaissent le digital. Ils vont pouvoir venir challenger ces demandes-là pour leur donner plus de sens, souvent les rendre moins coûteuses et plus rapides à délivrer. Et ça, c'est peut-être une surprise des donneurs d'ordre qui ont commencé à faire des Digital Factory, de voir qu'ils n'ont pas juste créé des usines pour exécuter à la chaîne, mais qu'ils ont aussi amené une contradiction par rapport à leurs demandes, avec un savoir-faire qui, du coup, le mot usine est peut-être péjoratif par rapport à ça, hein. C'est une usine intelligente, finalement, on devrait l'appeler les Digital Factory, qui a amélioré le sens de leur demande initiale, en fait. David, peut-être une question pour toi, pour rebondir là-dessus. Dans une usine, il y a des machines, il y a des outils, il y a des procédures. Toi, tu es fan des outils, des procédures, tu as une boîte à outils. Est-ce que tu réappliques toujours la même méthode? Est-ce que tu vois toujours les mêmes méthodos s'appliquer, ou finalement, comme dit Gilles, c'est une Digital Factory intelligente, c'est presque, moi je préfère l'appeler atelier, quoi, Digital Workshop, un endroit où on fait des pièces de couture, on a un savoir-faire, on réunit les gens qui ont un savoir-faire quand même assez certain, mais est-ce que c'est toujours les mêmes recettes, ou est-ce qu'il faut se réinventer à chaque fois, quoi? Non, c'est pas toujours les mêmes recettes, et c'est toujours marrant quand on discute avec d'autres coachs, facilitateurs, peu importe, des Digital Factory, on se rend compte que ce qui a été créé par les projets, par les clients, se ressemble pas forcément. Et par contre, on se rejoint toujours sur le fait qu'on se pose les mêmes questions. Est-ce que la Digital Factory, elle a une autonomie qui est suffisante? Est-ce qu'elle a bien un focus produit? Est-ce qu'elle a maximisé le fait d'avoir moins de contraintes du monde extérieur? Est-ce qu'elle a toutes les compétences au sein de ça? Et ça, on se pose tous ces questions-là. C'est les 4-5 questions clés qu'on se pose. Donc et après, les on a une manière d'y compétences, répondre. La compétence, la vision produit, l'autonomie. Et puis l'amélioration continue, je pense. Et l'amélioration Mais qui sont, continue. du coup, on revient La à des remise en choses, question, quoi. la remise en question et du process ou du produit. Et on en revient à l'agilité, qui est pas une méthode, qui est un concept et qui peut s'appliquer de plein de manières différentes. Et ça s'applique à peu près aussi pour la Digital Factory. En fait, la Digital Factory, c'est une équipe agile, organisée, prête à accueillir des projets, quoi. C'est des produits. Des produits. Merci de me corriger. Et tu parles d'autonomie. Il n'y a pas un moment où il y a un risque à ce que l'équipe elle parte finalement avec son autonomie complètement hors du produit? Ouais. C'est une très bonne question. Et en fait, ce qui est effectivement difficile, je vous écoutais tout à l'heure aussi sur les rôles de PO, etc. Et en fait, ce qui est difficile, c'est qu'il y a des personnes dans la Digital Factory qui doivent être un peu bipolaires. C'est-à-dire qu'elles sont dans la Digital Factory, mais notre utilisateur, il n'y est pas, lui. Donc, aller comprendre comment il fonctionne, comment est-ce qu'il utilisera le produit, récupérer du feedback, c'est qu'il y a des personnes qui ont un pied à l'intérieur et un pied à l'extérieur. Clairement, toute l'équipe produit, elle a ça. Elle fait partie de la Digital Factory, mais régulièrement, elle ressort de l'usine et elle va sur le terrain, elle va voir, elle va tester, elle va observer, etc. Et hop, elle revient. Vous savez pas ce que j'ai vu dehors. Vous savez pas ce qu'ils font avec notre produit. On n'y avait jamais pensé. Ils ont pris le truc à l'envers. Enfin, ça m'évoque plein de trucs parce que, en fait, on est en plein dans ce que tu disais tout à l'heure. Tu disais, moi, je suis sur le terrain. Tu fais partie de ces équipes qui sont autonomes, mais qui ont une vision. Tu as même contribué à faire la vision au début, mais tu fais partie de ces équipes qui sont autonomes, et puis en cours de route, tu vas te rendre compte d'un truc, tu vas dire, merde, c'est plus du tout la vision, quoi. Et là, il va falloir la remonter, la vision. Alors, la différence avec une usine physique, c'est qu'on a des technos super agiles, on en parlera tout à l'heure, qui permettent de se dire, en fait, ça a changé, pas grave, on va pivoter, quoi. On va faire un pivot lean startup, quoi, hein, j'ai envie de dire. Et là,
comment tu arrives à te faire entendre, toi, en disant désolé, j'étais sur le terrain, ce que j'ai récolté, ça va un peu plus loin que ce qu'on s'est dit en amont dans le projet. Et là, il va falloir. Ça te parle, ça? Oui, complètement. C'est plus, ça se passe plus facilement qu'on peut le croire, puisque en général, nous, on va se baser sur de la donnée terrain, donc de la vraie donnée, des cas concrets. Donc quelque part, cette information, du coup, on la découvre, on la remonte, on la partage à l'ensemble des équipes pour qui, en tout cas, c'est pertinent dans un premier temps. Et là, qu'est-ce qu'on en fait de cette info? Puisqu'on l'a, on ne peut pas la remettre en question. Donc, il faut composer avec dans un sens ou dans l'autre. Donc après, c'est juste des choix à faire. C'est cette information, si elle remet complètement en compte tout le produit, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on décide malgré tout de se lancer, mais dans ce cas, on le fait en toute connaissance de cause? Soit est-ce qu'on challenge, on améliore, ou est-ce qu'on arrête tout? Des fois, ça va être des données où là, on va juste challenger un peu le produit, ça va être une nouvelle feature, ou au contraire, on se rend compte tôt, et du coup, tant mieux que cette fonctionnalité qu'on avait identifiée, en fait, pas du tout, elle répond à aucun besoin, personne ne veut l'utiliser. À un moment, c'était central pour tout ce qu'on voulait faire. Dans ce cas, quelle fonctionnalité peut la remplacer, qu'on peut faire évoluer? Et dans ce cas, on réoriente la vision et le besoin dans ce sens. Donc le but, c'est vraiment d'être d'agile, de faire évoluer les choses et nous, de partager et d'accompagner d'après ces informations qu'on va recueillir le plus souvent des utilisateurs. On a quand même toujours des cas sur le terrain, faut pas se mentir, où on se dit « Ah, on a découvert un truc », et alors là, du coup, tout le monde s'arrête, pas de côté, qu'est-ce qu'on fait? Bon, on va résorber de la dette technique, on va trouver autre chose, on met le projet en stand-by, Bon, on fait comme on avait dit finalement. Bon, on ne va pas rentrer dans ce débat, mais dans les points que tu disais, il y avait le focus sur le produit, l'autonomie, donc comment les équipes sont autonomes. Moi, je pense qu'il y a aussi quelque chose d'important, c'est que les équipes, il faut qu'elles arrivent à donner beaucoup de feedback, il faut que la vision produit redescende régulièrement et qu'elle remonte aussi. Il y a les OKR dans les Digital Factory, dont on parle beaucoup, et le principe, c'est ça, hein, c'est d'aller hydrater un peu toutes les équipes justement avec la vision et que les équipes puissent remonter également tous les indicateurs qui permettent de voir si on est ou pas dans la plaque. Et puis, tu parlais des compétences, et ça, c'est un truc qui est énorme, quoi. Si je veux faire un produit qui est super agile, qui va super vite et qui me permet de pivoter à un moment donné, il faut que j'ai une architecture qui soit super agile aussi. Là, agile, on rentre dans ton cœur de métier, tes amours. Mais il y a deux métiers, il y a la tech et puis il y a le recrutement des équipes qui est super important. Oui, tout à fait. Dans les technologies qu'on utilise aujourd'hui, le recrutement, c'est super important parce que si on ne peut pas recruter, forcément, quelqu'un part, on ne peut pas le remplacer, etc. Enfin bon, c'est une évidence. Et pour recruter, aujourd'hui, ce n'est pas qu'une histoire de niveau de salaire, de compétitivité de son entreprise ou désirabilité de son entreprise, c'est aussi la désirabilité des technologies qu'on utilise. Les développeurs sont tous relativement quand même en quête de nouveautés. Ils sont en quête d'utiliser les outils les plus modernes qu'ils ont pu eux-mêmes déjà commencer à apprendre dans les écoles ou le soir après les écoles. Parce que souvent, il y a déjà un delta souvent entre ce qu'on fait à l'école et ce qu'on fait en rentrant chez soi. C'était déjà le cas à mon époque, je pense que ça n'a pas beaucoup changé ça. Et de retrouver ça dans le contexte de l'entreprise, ça aide énormément à recruter les meilleurs, les plus doués. Et il faut quand même le tempérer avec d'autres critères qui sont pas la nouveauté à tout prix, pas l'exotisme à tout prix, mais aussi avoir quand même des frameworks de développement, des technologies qui ont été un minimum éprouvées. Donc moderne, mais pas trop, j'allais dire. Et à côté de ça, d'avoir des garde-fous autour de ça, dans ce qui n'a pas beaucoup changé, la gestion de la dette technique, comment on évalue cette dette technique, comment on gère la dette technique souhaitée, la dette technique subie. Pour donner la différence, la souhaitée, c'est les dettes techniques qu'on crée volontairement dans un projet. Quand il faut aller tester quelque chose rapidement, fixer un bug qui est ultra grave en production, on accepte l'idée de créer cette dette technique, et subie, c'est celle qu'on ne voit pas, c'est celle qui est la plus difficile et qui est aussi un frein en recrutement, parce que c'est la question de départ. Qui est aussi un frein en recrutement, les technos sont désirables ou pas, et après le produit ou les produits sont désirables ou pas, quand ils ont trop de dettes techniques, qui ont été subies ou pas subies. Et puis il y a aussi après, ce que les jeunes appellent l'ambiance également, c'est-à-dire l'équipe dans laquelle j'atterris, la Digital Factory dans laquelle j'atterris, comment elle communique, pour le produit ou pour le professionnel, mais hors
en produire professionnel? Est-ce que les gens se connaissent en dehors du boulot? Est-ce qu'ils vont boire des bières ensemble? Est-ce qu'on fait des rétrospectives? Est-ce qu'on se dit les choses franchement, où tout le monde a un costume professionnel avec des non-dits? Et tout ça est important pour aller au bout de la période d'essai, j'allais dire, dans les recrutements. C'est vrai que moi, je vois souvent dans les projets, il y a un moment où ça peut être tendu, et puis le moment où ça se détend, c'est quand même au bar. Hein. C'est quand même dans les moments festifs. Et là, c'est quand même tout le talent de l'animateur de l'équipe que de mettre au quotidien, on n'est pas forcément obligé d'aller au bar, mais de mettre cette convivialité et puis cette zone d'expression libre dans laquelle j'ai le droit de dire oui, il y a de la dette technique et c'est normal, dans lequel j'ai le droit de dire oui, je ne comprends pas cette feature et en fait l'aspect qu'elle n'est pas claire, de pouvoir dire les choses, quoi. Et la Digital Factory, c'est quand même un lieu d'expression qui est important et c'est un peu un facteur clé, quoi, hein. Je te parle, je te regarde parce que c'est ton quotidien. Ce que tu me dis, ça me rappelle à 2-3 Digital Factory que j'ai en tête et qu'est-ce que c'est plaisant de voir que le product manager, donc on va dire un peu la tête de la Digital Factory, a une discussion totalement ouverte avec un développeur junior qui a envie de lui proposer un nouveau composant, un nouveau machin. Non, mais pourquoi on ne ferait pas tel truc technologique, etc. Est-ce que ça a du sens pour ton produit? Et ils discutent tous les deux ouvertement et finalement ils finissent par dire mais en fait tu es en train de résoudre mes problèmes que je ne pensais pas pouvoir résoudre facilement. Et ça, c'est facile à intégrer. Oui, il y a des librairies qui existent, etc. Et on fait croiser le monde de la technique, le monde du produit. La Digital Factory rapproche les gens. Tu l'as dit tout à l'heure, Gilles, l'interaction humaine plus que les process. C'est ça qu'on amène en créant Digital Factory. C'est que oui, il y a toujours des gens qui ont des responsabilités peut-être un peu plus fortes pour définir la roadmap, mais on se parle tous librement au sein de la Digital Factory, qu'on soit côté client, j'ai envie de dire, si le côté ne me plaît pas, mais qu'on soit client ou qu'on soit Calliope. Dans pas mal de projets sur lesquels on intervient, on est directement dans les Slack ou il y a même des WhatsApp, mais dans les groupes de discussion. Et en fait, c'est intéressant de voir qu'il y a des organisations, quoi. Il y a des tribes qui sont par tech, par UX, et puis il y a les organisations produits dans lesquelles, et moi je remarque que là où le courant passe le mieux, là où les projets se passent le mieux, c'est finalement les Slack où tu as 80 personnes, c'est les 80 personnes qui font le produit et tu retrouves la stratégie, le sponsor, les managers, les développeurs, la QA, le SEO, le digital market, l'analytics, la data. Tout le monde est là. Et puis, il y a le sponsor qui lance ses nouvelles un peu comme un chef d'entreprise et qui dit, bon, on en est là, on en est à tant d'active users par mois, on en est... Voilà. Et ça, je pense que faire vivre la com au sein d'un produit dans une Digital Factory, c'est un vrai savoir-faire que doit avoir la Digital Factory, quoi. En fait, il faut presque former des communicants, quoi, par projet. C'est ça. Au sein d'une Digital Factory, le niveau d'information il est à peu près identique pour tous les membres de Digital Factory. Et on revient, je ferai toujours le lien avec l'agilité, il faut donner du sens. C'est-à-dire que en tant que dev dans une Digital Factory, quand on est en train d'implémenter une fonction, on sait quel est le sens métier qu'il y a derrière. On sait que ça permettra d'obtenir les 5-6% de réservations qui manquent. On sait que ça permettra de réduire le parcours utilisateur et il passera moins de temps devant son PC, etc. Et on doit avoir ce sens. Et si on ne l'a pas, on le demande. Donc on ramène à cette communication hyper importante. Dans toute bonne usine, il y a des tableaux de bord, il y a des capteurs, il y a des processus, il y a de l'amélioration continue. C'est compatible ça avec une Digital Factory, d'avoir des capteurs, des indicateurs? Qu'est-ce qu'on mettrait comme indicateur dans une Digital Factory? C'est indispensable parce qu'on ne peut pas avoir, le sponsor ne peut pas dire carte blanche, faites ce que vous voulez, j'ai pas besoin de feedback. Non, ce n'est pas possible. Donc il faut qu'il ait une remontée d'informations. Donc, on pourra aller plus loin si tu veux sur ce sujet-là, mais le sponsor en a besoin d'une part, et au sein de la Digital Factory, mais alors là, on est presque hyper classique, ça se ressemble énormément avec ce qu'on faisait déjà avant, avec une équipe Scrum, des boards, des rétros. C'est un point qui me paraît essentiel qu'on n'a pas évoqué, c'est au sujet de la compétence et de la compétence technique, parce que quand on veut faire de l'innovation, il faut aller vite, et puis il faut que quand une idée elle est repérée, on puisse l'exécuter rapidement et sans fausse note. Voilà, hein, le fil conducteur, c'était de se dire la perf, l'UX, tout ça est en fait très lié. Comment on fait pour avoir des équipes qui sont capables d'aller très vite et à faire des livrables de très grande qualité, quoi. C'est le recrutement qui fait ça, c'est la formation? Alors le recrutement, Gilles y a répondu tout à l'heure, il n'y a pas que les compétences tactiques, il y a l'état d'esprit. Effectivement, c'est vraiment plaisant pour moi
quand j'accompagne une équipe dans la mise en place du Digital Factory, de voir que tous les acteurs techniques, UX, QA, etc., ils sont prêts à tous les changements que la Digital Factory va demander et cette amélioration continue, itération et pré-itération de la Digital Factory, c'est naturel pour eux et ça facilite grandement mon métier. Ce que je voulais rajouter aussi, c'était de te dire qu'on parlait de compétences tout à l'heure et on vous dit aujourd'hui que la Digital Factory, elle doit avoir une autonomie et elle doit avoir une certaine liberté. Pour autant, et ça c'est aussi la manière de fonctionner de Calliope, c'est qu'on est une Digital Factory. C'est-à-dire que quand certains acteurs techniques ont besoin d'aide, de support, etc., elles savent communiquer entre elles et on sait profiter des compétences et des retours d'expérience de nos autres Digital Factory. J'ai un exemple, encore la semaine dernière, Gilles, on en parlait, on avait un exemple précis, et aussitôt ce problème a été résolu par une Digital Factory, que dans les 3 jours qu'on suivit, il était partagé aux autres Digital Factory. Et ça, ce qu'on voit à l'échelle de Calliope, dans une Digital Factory... C'est effectivement très important, en interne, mais aussi en externe, hein, d'assumer qu'on ne sait pas tout dans une entreprise, qu'on n'a pas toutes les expériences, et parfois il faut aller chercher de façon très nichée un sachant sur un sujet qui vient nous apprendre. Sur le terrain. Donc, je pense aussi dans l'organisation des projets, dans la vie des projets, souvent Scrum, on vient évaluer la vélocité, le nombre de points de complexité qu'on a livrés dans un sprint, etc. Et c'est ça qui est aussi glorifié. Et il faut savoir laisser de la place dans chaque sprint, qu'on évalue en point de complexité ou pas, mais à du temps à réévaluer la dette technique, à la résorber, pour que les équipes puissent faire de l'innovation et se former plutôt que d'aller réparer à l'infini des problèmes du passé qui finissent par prendre toute la place et finalement on ne peut plus rien faire d'autre que de réparer les problèmes du passé et on n'en veut plus, on n'apprend plus, on ne se forme plus, quoi. Et en plus le stress et la démotivation prennent le pas sur l'envie sur l'envie de rester compétent et de laisser aussi un peu de place à la prise de risque. Une nouvelle fonctionnalité qu'il faut développer, un nouveau framework, une librairie, quelque chose qu'il faut tester, pas être trop conservateur et d'aller prendre le risque d'aller tester des choses nouvelles, quitte à échouer de temps en temps. Mais il faut quand même essayer. Il vaut mieux échouer quelquefois que de rien apprendre, quoi. Tout ça, ça entraîne à faire plus de qualité finalement. Échouer, ça apprend à faire de la qualité, à aller plus vite et à... échouer à petite échelle en prenant des risques, ça apprend à tester rapidement ce qui peut marcher ou pas marcher, plutôt que aveuglément avoir des choix qu'on ne comprend pas et puis échouer à grande échelle de façon beaucoup plus lente. C'est vrai dans l'UX, ça aussi ? Complètement, puis même pour compléter, c'est comme ça aussi qu'on crée de l'innovation. Si on ne prend pas de risque, ça veut dire qu'on reste sur ses acquis, sur ce qui est existant. Donc ça serait dommage. Mais oui, dans l'UX, totalement, au contraire, c'est notre leitmotiv, ça va être justement d'aller tester, parce que c'est en testant qu'on voit s'il y a des erreurs. Au contraire, quelque part, on va presque rechercher pendant les tests les erreurs, les choses qui ne fonctionnent pas, parce que c'est comme ça qu'on se dira que ça a été productif, qu'on les aura détectés avant même la production du produit. Du coup, on l'aura anticipé, on l'aura corrigé avant même qu'il apparaisse réellement. Donc l'innovation dans la Digital Factory, c'est prendre des risques, échouer, mais échouer vite, quoi. Et être réactif. Et être réactif. C'est une belle conclusion, je trouve. J'ai quelques questions qui nous viennent de collègues. J'ai demandé à des collègues. Factory, ça ne fait pas trop usine en mode à la chaîne? Si, carrément. Carrément, en fait, une Digital Factory, on ne la met pas en place juste pour lancer un produit. On la met en place pour peut-être démarrer, mais encore, surtout faire vivre un produit et l'enrichir, l'améliorer tout au long d'une vie d'un produit. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au sein de la Digital Factory, l'équipe, elle aura à la fois comme responsabilité de réaliser l'avenir, mais aussi de corriger les bugs en prod, etc. Et il va falloir trouver le bon équilibre entre tout ça. Moi, je trouve que ce n'est pas péjoratif quand on réfléchit à qu'est-ce qu'on essaye d'industrialiser. Dans une Digital Factory, généralement, on essaie d'industrialiser ce qui a peu de valeur, ce qui doit l'être, ce qui doit être idiot, comme par exemple le fait de prendre un bout de code et de le livrer sur un serveur. Ça ne doit pas prendre de temps. Le fait d'avoir un nouveau produit qui démarre et avoir déjà des éléments de design system pour refaire une interface et pas réinventer à quoi ressemble un bouton, ça ne doit pas prendre de temps. Donc, tous ces éléments-là, toutes ces boîtes à outils-là, ces process-là, peuvent être industrialisés, doivent être industrialisés si on veut aller vite. Et par contre, d'assumer le fait qu'un certain nombre d'autres choses ne doivent surtout pas l'être. Tout ce qui est de l'ordre de l'intelligence, de la compréhension du métier, de l'expérience utilisateur, ça non, parce que c'est vraiment du cas par cas pour chaque produit et ça ne s'industrialise pas.
Et ça doit être industrialisé toujours en se disant, attention, je suis en train d'industrialiser, mais est-ce qu'il faut exactement le reproduire, ce que je suis en train de faire, ou est-ce qu'il y a une petite finesse? Parce que parfois, le diable se cache dans un tout petit détail. Hein. On peut avoir un projet sur lequel c'est fait de cette façon-là, et sur l'autre projet, il faut... Je pense les archis, par exemple. Les archis, on pourrait dire, on va industrialiser le montage d'une archi DevOps, et en fait, c'est à peu près jamais la même chose, quoi. Il n'y a pas facile de faire un moule, quoi. Il y a toujours des petites différences qu'il faut adapter, quoi. Bah ça, récemment, on a mis en place une usine à site et on s'est posé la question sur quelques étapes en se disant est-ce qu'on va jusqu'au bout de l'automatisation? C'est open bar, on a droit à l'erreur, on a droit au test, on est pluridisciplinaire. Question un peu troll, quoi. Mon projet avec une Digital Factory va me coûter combien? Il va me coûter plus cher que... Ça dépend de la Digital Factory. Ça dépend de son niveau de maturité. Si on a un niveau de maturité qui permet d'industrialiser les choses sans valeur, notamment la chaîne de déploiement, un design system suffisamment modulaire, etc., normalement, ça coûte moins cher que quand on était en train de la mettre en place pour la première fois, parce qu'on a déjà au 10e projet qui les réutilise, on est à la V2, V3 de sa CI/CD ou de son design system. Et la culture des équipes qui est les équipes qui ont appris à boire des bières, qui ont appris à se comprendre sans trop se parler, sans trop s'envoyer des slacks, et voilà. Donc normalement, on a atteint un rythme de croisière avec une bonne vélocité, quel que soit le projet digital qu'il faut faire, quoi. Et c'est ce qu'on essaie de faire avec une Digital Factory. C'est pour ça que c'est pas pour faire du court terme. Si c'est pour faire un casting d'inconnus, les mettre dans une pièce en disant voilà, vous avez 6 mois pour faire un projet, ça va pas coûter moins cher. Ils vont juste faire un projet comme avant, quoi. Donc il y a, en fait, dans la Digital Factory, si je veux créer ma Digital Factory, il y a un peu le projet pilote au début, le produit pilote, dans lequel les gens vont se faire connaissance, on va mettre en place des choses qu'on va pouvoir réutiliser derrière, ou pas, parce qu'en fait, on veut faire de l'innovation avant tout, et si jamais on se dit qu'on est une pure usine, on ne fera pas d'innovation. Belle réponse pour Nicolas, merci d'avoir posé la question. Tu voulais réagir? Ouais, je voulais dire que pour moi, la question, c'est pas que ça coûte moins cher ou plus cher, mais c'est qu'avec une Digital Factory, on va mieux dépenser l'argent, puisqu'on va la dépenser pour des features, pour des fonctionnalités qui auront été pensées pour le produit, pour l'utilisateur. Et c'est le but de cette Digital Factory, c'est de se dire, OK, de quoi le produit, de quoi l'utilisateur a besoin. Et l'analyse du coût aussi est différente. C'est-à-dire que ce qu'on va donner comme KPI en retour au sponsor, c'est combien chaque fonctionnalité a coûté. Et ça met de la valeur à une fonctionnalité, et du coup on peut calculer un ROI. C'est pas l'équipe Toto, elle m'a coûté 100 000 € sur 3 mois. Ça a finalement peu de sens, ça. Par contre, ce qu'on en a, c'est cette feature, c'était 50 000. C'est un peu une notion on appelle chez nous ça le design to cost, c'est-à-dire quelle est la valeur d'affaires à ma feature, à mon Epic, enfin à mon composant, quoi, mon tunnel, ma base client. Quelle est la valeur d'affaires? Qu'est-ce que ça va me rapporter? Jusqu'où j'y tiens? Et combien je suis prêt à mettre dedans, quoi. Exactement. Et finalement, si on travaille vraiment en agile, on n'est même plus à se dire combien ça me coûte, on me dit quelle complexité. Une autre question, on peut en prendre encore, je pense, de Marc, qui est un collègue qu'on connaît bien, mais voilà, c'est le jeu du non direct de l'enregistré, c'est qu'on a pris des questions en interne. Marc, il dit comment on gère le choc des cultures entre l'équipe qui est dans la Digital Factory et l'équipe qui n'est pas dans la Digital Factory à côté, parce que je vais digitaliser, je sais pas moi, une mutuelle, une assurance, il y a tout un back-office qui tourne, il y a toute l'entreprise traditionnelle, et à côté de ça, il y a une Digital Factory qui boit des bières, qui est désilotée, qui fait de l'innovation. Comment on gère ce choc? D'abord, ça c'est un peu le travail du sponsor, que de communiquer à l'extérieur et d'expliquer pourquoi est-ce qu'il y a une Digital Factory, pourquoi est-ce que c'est juste ce petit monde-là, etc. Mais le conseil que je donnerais de communication, c'est de dire c'est que si cette Digital Factory est un succès, et si tous les gens qui y travaillent sont ravis d'y travailler, motivés, etc., il y a des chances pour que l'entreprise se dise et si ce qui marche bien au sein de la Digital Factory, je l'applique à l'extérieur. Donc ça, si elle a du succès, ça sera profitable pour les équipes à l'extérieur aussi. Eh bien, on arrive à la limite du temps qui nous était imparti. Je vous remercie sincèrement de nous avoir suivis jusqu'ici. Merci Sabrina, David, Gilles. Merci également Marie-Pierre et Chloé. Merci aux studios techniciens pour avoir fait toute la réal, de nous avoir accueillis. C'était top.
Pour conclure, moi je reprendrai les mots de Sabrina que j'ai adoré. La Digital Factory, c'est quand même un endroit où on laisse la place à l'innovation parce qu'on laisse la place à l'essai. Et cet essai, en fait, il est cadré, il est encadré avec beaucoup de méthodes, avec beaucoup d'expertise technique, avec la vision qui redescend de la part des sponsors, avec l'autonomie qui est laissée aux équipes. Et tout ça, c'est les valeurs d'agilité qu'on porte très fort et qu'on voit au quotidien, nous, dans nos projets, qui se passent de façon vraiment extraordinaire, avec des satisfactions équipes aussi bien chez nous que chez nos clients qui sont extraordinaires. Voilà, donc chaque Digital Factory est unique. Si vous avez des projets Digital Factory, si vous voulez continuer à échanger avec nous, on sera ravis dans cette bonne ambiance de partage, de pouvoir échanger avec vous. N'hésitez pas et je vous souhaite une excellente journée. Merci.